Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 21 mars. Le tournoi Sainte-Dévote a réuni sur la pelouse du Louis II des espoirs du rugby du monde entier. Dans quelques minutes, nous vous partagerons les temps forts de cette 14e édition. Le Japon s'est invité à Monaco sur l'esplanade du Grimaldi Forum. 2026 marque les 20 ans de relations diplomatiques entre Monaco et le Japon. Pour célébrer cette amitié, la principauté organisait aujourd'hui la journée du Japon, nous y étions. La saison de l'Opéra de Monte-Carlo touche à sa fin. La première d'Il Trovatore et de Giuseppe Verdi aura lieu demain. Une de nos équipes a assisté à la Générale au plus près des artistes. Romane Brizard était l'invité du Press Club cette semaine. La journaliste d'investigation livrera sur notre antenne les coulisses de son ouvrage Inceste d'État. Enfin, la chronique US nous emmènera à Dallas où une délégation de la destination Monaco est attendue en avril. L'État du Texas connaît une expansion économique absolument fulgurante. Vous comprendrez pourquoi. Bravo à eux, les joueurs de l'équipe de Singapour ont remporté la 14e édition du tournoi Sainte-Dévote de rugby à 7. Ils ont été sacrés en fin de journée par le couple princier après 2 jours de compétition au stade Louis II. Résumé signé Gaëtan Lebrun sur les images de Julien Logier. Le tournoi Sainte-Dévote s'est conclu sur une dernière journée intense, marquant la fin de cette 14e édition et le classement des 24 équipes engagées. Dans une compétition toujours aussi relevée, réunissant les équipes venues des 5 continents, l'équipe de Monaco a signé une belle performance en terminant à la 6e place. Les jeunes monégasques ont notamment marqué les esprits avec un match référence face à la France, tenante du titre, en arrachant le match nul. En fait, c'était un match énorme. Pour nous, Montpellier, ils ont terminé en premier l'année dernière. On est arrivé à être égalité avec eux cette année. C'était super. On a fait un énorme match. Moi, j'ai déjà dit pour le joueur, c'est une énorme expérience. Et je pense que c'est un souvenir qu'ils ne vont jamais oublier. Ils ont la chance qu'ils ont pris pour jouer dans un tournoi comme ça international. Il y a des pays dans tout. Je pense qu'ils vont garder cette expérience. Ils vont travailler plus. En finale, c'est Singapour qui s'est imposé 4-1 face à l'Angleterre et s'est vu remettre le trophée des mains du prince souverain pour sa première participation au tournoi. Just to be here in Monaco and the hospitality, obviously the foundation has been amazing and to be here and beyond our wildest dreams, do we not think that we could come here for the first time and win this tournament? So yeah, we feel very proud and privileged and yeah, just over the moon, ecstatic right now. Dans les tribunes, l'ambiance était également au rendez-vous avec la présence de figures du rugby comme Olivier Roumat, ancien international français, venu soutenir la relève du rugby mondial. Je suis venu parce que j'étais invité par la Fédération de rugby monégasque et donc c'est la première fois que je viens pour ce tournoi de rugby qui est magnifique et je ne pensais pas qu'il y avait autant d'équipes, 24 équipes avec des pays, je ne pensais pas qu'ils jouent au rugby comme l'Inde par exemple ou Abu Dhabi, donc c'est très intéressant et ça montre que le rugby est en fort développement et voilà, cette génération qui va nous succéder, on voit qu'elle aime comme nous le rugby, donc ça c'est super. Une édition 2026 réussie pour le tournoi Sainte-Dévote qui s'apparente de plus en plus à une vraie Coupe du Monde des moins de 12 ans de rugby. En tennis, Valentin Vachereau s'est qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 de Miami en venant à bout cette nuit de l'Argentin Navone en 2-7, 6-3, 6-4. Le Monégasque affrontera en 16e de finale Matteo Berrettini. L'Italien qui revient d'une longue blessure a d'ailleurs décroché une wildcard pour le Rolex Monte Carlo Masters avec lequel nous avons rendez-vous dans moins de 2 semaines. Nous vous en parlions hier, Monaco célèbre ses 20 ans de relations diplomatiques avec le Japon. De nombreuses animations seront organisées cette année, tant dans l'archipel nippon qu'en principauté. C'était le cas aujourd'hui sur l'esplanade du Grimaldi Forum en présence du couple princier et son Altesse impériale, la princesse Akiko de Mikasa. Nombre de personnalités étaient présentes ce samedi matin sur le parvis du Grimaldi Forum pour fêter l'amitié monégasco-japonaise. Parmi elles, évidemment, le couple princier qui a accueilli son Altesse impériale, la princesse Akiko de Mikasa, présente en principauté à l'occasion du tournoi Sainte-Dévote. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe depuis 20 ans maintenant et se renforcent un peu plus chaque année.
Et nous allons continuer en ce sens avec des échanges culturels, économiques. Pour illustrer, prochainement devrait être signé au Yacht Club un partenariat entre le Yacht Club de Monaco et une très importante association japonaise qui fédère plus de 80 ports et infrastructures portuaires et balnéaires du Japon. Donc vous voyez, nous y travaillons de façon constante et nous avons des résultats positifs et nous en sommes enchantés. Après un rapide discours de bienvenue et de remerciements, invités et spectateurs ont pu apprécier des démonstrations artistiques entre danse et musique. Et derrière le parvis, dans le jardin japonais, s'étaient installés des stands pour vanter la destination Japon. C'est leur faire découvrir la culture un peu japonaise, donc les taiko, l'art, puisqu'il y a quelques exposants du Japon qui sont venus, et il y a un thé matcha également à l'intérieur, voilà, donc c'est un peu leur faire découvrir, leur donner envie d'aller au Japon. Plusieurs démonstrations artistiques ont été proposées tout au long de ce samedi. Et pour clore ces célébrations des 20 ans d'amitié entre Monaco et le Japon, un gala en l'honneur de la principauté sera organisé en fin d'année à Tokyo. Hier soir, une personnalité a été couronnée femme de l'année en clôture du Monaco Women Forum. Un prix qui permet depuis 14 ans maintenant de mettre en lumière les femmes pour leur engagement et leur travail remarquable dans leur domaine d'activité. Cette année, c'est une professeure à l'origine d'une révolution en matière de vieillissement qui a été récompensée. Théo Schumer et Alex Avial ont pu la rencontrer. Le prix Monte-Carlo Femme de l'année a choisi de dédier sa 14e édition au thème de la longévité, un domaine de recherche scientifique dans lequel des femmes excellent depuis de nombreuses années. Et ce sont elles qui sont mises à l'honneur ce soir lors de ce gala qui récompense leur engagement et leur détermination à travers un prix spécial et le fameux prix Femme de l'année. C'est des scientifiques, donc c'est pas des femmes qui ont l'habitude de recevoir ce genre de prix, mais qui dédient vraiment toute leur vie et toute leur carrière à la recherche. Et c'est une de nos missions avec le prix Monte-Carlo Femme de l'année, c'est vraiment de mettre en lumière le travail profond de ces femmes qui font avancer notre société. Cette soirée vise avant tout à expliquer leur travail, c'est pourquoi les deux lauréates sont passées au micro sur scène avant de recevoir leur prix. La première est scientifique en nutrition depuis 25 ans. Sarah Berry a reçu le prix spécial 2026 pour ses travaux qui démontrent comment l'alimentation façonne notre santé, en particulier la santé cardiovasculaire. I've been really focused on how each and every one of us responds very differently to the same food. That we're all individual in terms of our biology, in terms of our genetics, in terms of our microbiome, which is the thousands and trillions of bugs that live in our gut. But also we differ in how we eat and how we live our lives. And bringing that all together and the culmination of all of my research into one place through an app that we've created at Zoe, a health tech startup company, is really changing how we communicate science, how we bring about change. Enfin, le prix Monte-Carlo Femme de l'année a été décerné au professeur Maria Blasco, figure espagnole majeure de la recherche internationale sur le vieillissement cellulaire. Dans son laboratoire du Centre national de recherche sur le cancer de Madrid, elle a travaillé avec plus de 50 collègues scientifiques sur le rôle des télomères, c'est-à-dire l'extrémité de nos chromosomes et la manière dont nous pouvons les préserver. We have found that short telomeres can cause aging. We found that if we make telomeres longer, we can delay aging, all this in mouse models. And then we found that also if we treated short telomeres, we could slow the progression of degenerative diseases in mouse models, and we want now to apply this to humans. And I hope we do someday, and we can see how this basic research translates into less suffering and less disease. Le professeur Maria Blasco souhaite maintenant faire reconnaître son travail auprès de la communauté scientifique internationale afin de réussir à le mettre en application sur les humains, un objectif qui permettrait de mieux guérir les maladies, mieux comprendre la vie en général et ainsi peut-être la prolonger. Poursuivons en musique avec l'une des compositions les plus populaires de Verdi. Pour son dernier opéra de la saison, l'Opéra de Monte-Carlo a choisi d'offrir au public un chef-d'œuvre incontesté. Il Trovatore, José Sacré et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à la Générale avant la première représentation prévue demain.
Le chœur des forgerons de l'opéra Le Trouvère de Verdi par le chœur de l'opéra, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Giacomo Sacripanti. C'était vendredi 20 mars à la salle Garnier. La générale de cette œuvre, certainement la plus romantique de Verdi, une œuvre impétueuse, à peine adoucie par quelques moments de tendresse. Un incident a perturbé cette répétition générale gratuite pour le public. Le ténor principal était aphone. Il a été remplacé par un artiste mimant l'action, alors que le chef d'orchestre de la fosse fredonnait les airs du ténor. La qualité de la représentation en a à peine souffert, tant les autres interprètes étaient excellents. Alexandra Marcelier dans le rôle de Léonora et Varduy Abrahamian dans celui de la sorcière Azucena. Il Trovatore est une œuvre d'une puissance exceptionnelle et le rôle d'Azucena que j'interprète est un personnage profond, sombre, à la fois blessé, un personnage qui est marqué par traumatisme. Je précise pour le téléspectateur que vous êtes maquillé et que dans quelques minutes vous chantez. Quand même, vous n'êtes pas blessé. Absolument, ils ont tellement bien fait donc... C'est un rôle qui exige à la fois vocalement et dramatiquement. Donc, il faut trouver équilibre entre l'engagement émotionnel très fort et précision vocale. La première du Trouvère de Verdi aura lieu ce dimanche 22 mars avec un ténor en pleine forme. Voilà pour la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que les 4 dates affichent complet. Un peu de patience, le programme de la saison prochaine sera dévoilé en avril. Nous parlions de femmes remarquables, elle en fait partie. Romane Brizard était l'invitée du Monaco Press Club. Après 5 ans d'enquête, la journaliste d'investigation a publié en octobre dernier Inceste d'État aux éditions Stock. Pour écrire cet ouvrage, la jeune femme a étudié des centaines de dossiers judiciaires et retrouvé de nombreuses mères qui ont tout quitté pour protéger leurs enfants. Elle est interviewée par Patricia Navarro. Bonsoir Romane Brizard. Bonsoir. Votre récente enquête sur l'inceste a duré 5 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, pour ne pas dire choqué, dans le fonctionnement judiciaire que vous avez observé ? C'est difficile de choisir, tant en fait les défaillances sont nombreuses. Ça a été ça, en fait, mon travail sur 5 ans, ça a été d'analyser chaque maillon de cette chaîne judiciaire défaillante. Il y en a beaucoup. Les défaillances, elles s'observent du côté de la police, dans les tribunaux, pénal, civil, voilà, différents jugements, dans les services de la protection de l'enfance. Je dirais que ce qui me laisse toujours le plus... abasourdi, c'est le fait qu'en France, la plus récente loi qui était censée faire avancer le droit des enfants et qui date de mars 2024 ne suspend les liens entre un enfant qui dénonce l'inceste et le père qui le dénonce qu'en cas de mise en examen. Et cette mise en examen, elle arrive souvent après des années d'enquête policière. Donc pendant tout ce temps, l'enfant est maintenu entre les mains de celui qui le dénonce. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et dans ce livre Inceste d'État, vous allez jusqu'à parler, évoquer d'une violence institutionnelle. Selon vous, pourquoi ce phénomène reste-t-il encore si peu reconnu en France ? Alors on en parle, mais quand même très peu. Effectivement, on parle d'inceste depuis 2021 à peu près, et la vague MeToo inceste, mais on n'est pas allé creuser les angles morts autour de ce fléau qu'on touchait à peine du doigt en 2021. Donc on ne s'est pas penché sur la justice, par exemple. Donc en fait, on est
qu'au tout début du chemin, et tant qu'on ne se pose pas les yeux vraiment précisément sur un système et qu'on ne le décortique pas, on ne peut pas le comprendre et donc on ne peut pas lutter contre ces failles. Donc voilà, le travail là commence à peine avec une commission d'enquête parlementaire en France, mais c'est un travail qui va être très long et très vaste surtout. Oui, on est au début du chemin, vous le dites, mais est-ce que tout de même en 5 ans, vous avez constaté une évolution dans la prise en compte? Il y a cette commission d'enquête. Est-ce que les choses vont pouvoir avancer ou semblent en tout cas avancer? Non, pour l'heure, je crois que je ne suis pas trop pessimiste si je dis que voilà, il n'y a pas de grand chantier en cours ni à venir. Cette commission, pour l'instant, c'est qu'une promesse. C'est des députés qui se rassemblent, qui écoutent des auditions sous serment, qui sont censés en faire un rapport, des recommandations au gouvernement. Mais pour l'heure, on n'est sûr de rien. Il y a eu toute une multitude d'autres commissions qui se sont créées en France, notamment suite au scandale Betaram. Voilà, ce sont parfois de gros coups de com', on va dire. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne et il faut rester vigilant sur l'impact véritable de ces travaux au final. Alors, cela découle également de votre enquête, de vos travaux, de vos recherches. Vous êtes à l'origine du podcast Mère en cavale, qui a rencontré un large public. Qu'apporte, selon vous, le format audio dans le traitement de sujets aussi sensibles ? Je crois que ce qui a plus particulièrement fonctionné avec le podcast, parce que j'avais déjà publié des morceaux de cette enquête de 5 ans dans différents médias nationaux, notamment le journal Libération. Mais ce qui a changé avec le podcast, c'était tout simplement voilà, la possibilité pour le citoyen d'entendre ces femmes, et notamment des femmes recherchées par Interpol, des femmes en cavale que je suis allée voir à l'étranger, qui ont donc fui ces décisions de justice qu'elles considéraient évidemment dangereuses pour leurs enfants. Voilà, c'est pas la même chose de lire une citation que d'entendre la voix d'une femme. Ça lui donne de la chair. Voilà, on se met encore plus, je pense, à la place d'eux. Et c'est pas parce que ces voix sont tremblantes ou que ces femmes pleurent. Au contraire, c'est parce que ces témoignages sont d'une puissance assez folle. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens et que c'est pour ça que ce podcast a si bien marché. Alors on comprend bien évidemment qu'elles ont besoin effectivement de faire entendre leur voix, de parler de leur situation, mais comment tout de même avez-vous gagné la confiance des mères et des enfants qui témoignent dans vos différentes enquêtes ? Alors au début, moi aussi, je pensais que ça allait être dur de gagner leur confiance. Finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, qui s'est produit, parce que lorsque je fais mon premier appel à témoignage fin 2020, voilà, j'ai peur de me réveiller sans réponse les jours suivants. Or, assez rapidement, en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler et qui ont besoin de parler. Après, la confiance, elle se crée sur le long terme parce que ces femmes m'ont aussi passé au scanner. J'ai dû montrer carte d'identité, carte de presse, voilà, pour gagner leur confiance, encore plus lorsqu'elles sont recherchées par Interpol et que je vais les voir à l'étranger. Bon, là, je l'explique dans mon livre, c'est voilà, toute une liste de mesures de protection que je dois mettre en place pour elles, pour moi, des téléphones prépayés, être intraçable en fait, numériquement, géographiquement aussi, morceler mes itinéraires. Enfin voilà, c'est une confiance qui se gagne parce que tout simplement, je les écoute. Ce sont elles les expertes de la dissimulation. Elles sont devenues expertes dans l'art, voilà, de disparaître, de se protéger, de protéger leurs enfants. Et ce qu'elles me demandent est totalement légitime, à savoir voilà, ne pas devenir une mule pour les renseignements qui pourraient les mener jusqu'à elles. Alors ce soir, vous êtes reçus par vos pairs au Monaco Press Club. Nous vous donnons la parole sur Monaco Info. Mais est-ce que vous estimez que les médias jouent suffisamment leur rôle dans la couverture des violences intrafamiliales ? Non, je pense que les médias sont loin d'être à la hauteur. Je le regrette, tout comme je comprends aussi parfois les obstacles, notamment voilà, financiers. On le sait, hein, la presse, c'est un monde qui va mal, tout comme le monde des éditeurs, par exemple. En ayant publié ce livre, je m'en suis bien rendu compte. En revanche, voilà, il y a aussi un frein. La société est encore dans un véritable tabou et déni autour de l'inceste. Les médias n'y échappent pas, tout comme la justice n'y échappe pas. Après Inceste d'État, quels sont les prochains combats ou sujets que vous souhaitez porter dans vos futures enquêtes ? Et est-ce que vous allez aussi y revenir et suivre l'avancée de ces nombreux combats judiciaires ?
C'est un sujet dont je pourrais pas me détacher aussi parce que je suis une femme de mon temps, je pense, et que j'ai envie de vivre ces révolutions, ces évolutions et d'y participer d'une manière ou d'une autre. En revanche, voilà, le poids de cette enquête, comme je vous le disais, je commence à le mesurer aussi et donc à dessiner aussi d'autres horizons. Pourquoi pas travailler sur d'autres sujets qui seraient pas moins lourds. En tout cas, ce à quoi je pense, c'est précisément le handicap et l'alcoolisme. Peut-être plus généralement les addictions, mais voilà, c'est vrai que j'aspire en tout cas à ne pas regarder que ça et à pouvoir faire de l'enquête, me tester aussi sur des enquêtes autres que l'inceste. Merci Romane Brizard pour ce témoignage et pour ce journalisme de combat. Merci Romane Brizard d'avoir été notre invitée à l'occasion de votre venue à Monaco, à l'invitation du Monaco Press Club. Merci. Comme chaque samedi, il est l'heure de la chronique US. La direction du tourisme et des congrès organise début avril une opération de promotion de la destination Monaco pour séduire sa clientèle américaine de New York, Austin et Dallas. C'est l'occasion pour notre correspondant aux États-Unis, Bastien Bory, de faire un saut dans cette métropole du Texas qui connaît une expansion économique impressionnante. Voyez son reportage. Pas de façade maritime, ni rivière navigable, ni ressources minières. Dallas était décrite par les historiens du 19e siècle comme une ville qui n'aurait pas dû exister faute de potentiel commercial. Aujourd'hui pourtant, elle figure parmi les 4 métropoles américaines accueillant le plus de sièges d'entreprises cotées en bourse. A lot of venture capitalists, a lot of investor firms are moving here quietly, and they're moving here because of the business-friendly nature of the state. We don't have any personal income tax. Our tax is very low. We don't have any corporate income tax. We have just imposed an enormous amount of laws around businesses that have made it very, very attractive for businesses to locate in the state of Texas, and that really bodes well for the city of Dallas. Capitale du coton en 1880, puis du pétrole à partir de 1920, cette ville surgie des plaines s'est inspirée du modèle san-franciscain pour diversifier son économie de rente. Devenue première productrice d'énergie éolienne aux États-Unis, elle est aussi le 2e plus grand marché du pays pour les centres de données. I would say as it relates to our traditional identity within oil and gas, I would say that is very quickly shifting. Of course, we still have that infrastructure and those investors and those resources and assets here in the state of Texas and of course within the city of Dallas. But I would say just in the last 5 years, we've been really intentional about shifting the focus into emerging and frontier technologies. Freinée, cela dit, par les disparités sociales, l'économie texane compte aujourd'hui sur le tourisme pour mieux répartir sa richesse et un PIB annuel dépassant celui de l'Italie. À Dallas et à Austin, l'État cherche ainsi à ouvrir les frontières de son identité rurale et industrielle. There's a variety of different kinds of tourism that are happening here. Definitely arts and culture, definitely around nature, candidly. Business tourism is really, really important. We are rebuilding our convention center now, and that's going to be a major driver to a lot more of business meetings and business conventions coming to the city of Dallas. But also sports is huge here. Et depuis une 60aine d'années, le président Kennedy fait aussi partie de l'identité du Texas et de celle de Dallas, où il avait été assassiné en 1963. Un parcours politique que la ville met en valeur ici, dans ce musée attirant 300 000 visiteurs par an, et où sont notamment présentées les relations personnelles entre les Kennedy et la famille princière de Monaco. People perceived at that time American royalty here in the presidency, and we had almost an extension of that with Princess Grace having been an American born in Philadelphia. So people automatically identified with Princess Grace. So that is why President Kennedy and Mrs. Kennedy, their first foreign visitors to have a diplomatic reception at the White House was when they had, on May the 24th, 1961, they had Prince Rainier and Princess Grace for a luncheon at the White House. That sealed in the American psyche President Kennedy's ability to bring royalty back to the White House, which was much better than a queen or any other head of state. Née en 1982 des liens entre la principauté et la présidence américaine, la Fondation Princesse Grace aux États-Unis a lancé des centaines de carrières d'artistes et de jeunes créateurs américains en les faisant connaître du monde de la scène et du cinéma. To me, the legacy of Jackie as well as JFK
Princess Grace and Prince Rainier is the arts community will always be forever tied to their legacy. À Monaco, l'avenue Kennedy vient par ailleurs d'entrer dans sa 63e année, une invitation implicite pour des visiteurs texans et américains déjà familiers avec la principauté. En football, l'AS Monaco FC se déplacera à Lyon demain dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Sur une bonne dynamique, les hommes de Sébastien Pocognoli entendent faire mieux que lors du match aller, perdu 3-1. Le milieu offensif monégasque Magnès Akliouche, qui vient d'être appelé en équipe de France, était aux côtés du coach en conférence de presse. Écoutons-les. Je pense que forcément, à force de répétition, de communication aussi entre nous, entre les joueurs, et la charnière qui communique beaucoup plus maintenant, je pense que ça les aide beaucoup. Et le fait, comme j'ai dit, de répéter aussi les matchs, d'avoir aussi le temps de travailler aussi à l'entraînement, ça permet d'évoluer et de progresser dans ce domaine. Et ça se voit aussi en match. Donc l'important, c'est de continuer à évoluer sur ce domaine parce que c'est la base dans un match de foot. De manière très rationnelle, je pense que si on regarde le classement, si on regarde... Il n'y a pas très très longtemps, notre dernière confrontation contre eux. Et vu qu'on joue à l'extérieur, je pense qu'il y a un avantage quand même pour Lyon. Voilà, ça c'est la réalité. L'autre réalité, c'est qu'on fait une bonne série où je pense qu'il y a quelques semaines, la distance entre eux et nous était très large. Maintenant, elle se réduit considérablement, mais je pense que l'avantage pour les 3 raisons que j'ai citées avant, fait que Lyon a son statut tel qu'il est au classement, son statut à la maison et certainement les ambitions aussi qui s'étaient fixées au début de saison. Donc voilà, à nous d'aller dans cette confrontation avec nos ambitions aussi et de faire face à ça. Le coup d'envoi sera donné demain à 15h sur la pelouse du Groupama Stadium. Solidarité pour terminer, Summer d'Espoir s'est mobilisé pendant 2 jours pour une grande collecte alimentaire. Autour et à l'intérieur du centre commercial de Fontvieille, les bénévoles de l'association se sont relayés pour sensibiliser les clients et collecter des denrées alimentaires pour les plus précaires. Marie Bonnet-Blanc et Julien Philippot. Je vous donne un petit sac, vous mettez ce que vous voulez dedans, vous payez à la caisse. Comme d'habitude. Et comme d'habitude. Marie-Josée est une fidèle de l'opération. À chaque collecte, cette monégasque répond présente avec un sac bien rempli. Je vais prendre une boîte de maquereau, du thon. Pour elle, ajouter une vingtaine d'euros à son ticket de caisse, c'est un geste naturel et fait avec le cœur. Si tout le monde fait comme ça, toutes les personnes qui ont la possibilité de le faire, c'est magnifique. Sur le stand, une sélection de produits essentiels est proposée aux clients. Chacun est libre de participer sans contrainte de quantité. Un geste simple, volontaire que beaucoup accomplissent avec plaisir. J'ai pris des biscuits, j'ai pris du thon et un thon aussi mélangé. Voilà, je me dis, on pourra toujours dépanner les gens. Je pense que par les temps qui courent très individualistes, c'est bien de participer et de penser aux autres parce qu'on est dans une société où on vit en commun. Toutes ces denrées seront précieuses. L'association les utilisera lors de ses maraudes, mais aussi pour confectionner des paniers alimentaires destinés aux familles en situation de grande précarité. C'est pas une boîte, 10 boîtes ou 100 boîtes, c'est de participer qui est important puisque après on arrive à avoir, en tout cas sur les 2 jours de collecte, on arrive à faire 6 mois de préparation de sacs de vie, c'est-à-dire à peu près 1800 sacs de vie. Chaque année, ce sont près de 3500 personnes qui bénéficient de l'aide de cette association. Cette mobilisation est donc essentielle et elle est rendue possible grâce à la solidarité de chacun. C'est sur ces beaux témoignages de générosité que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous la refermons sur le parvis du Grimaldi Forum où s'est rendu ce matin le prince Albert II et la princesse Charlène pour célébrer les 20 ans de relations diplomatiques entre la principauté et le Japon. Dans un instant, la météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info.
Bonsoir à tous. Pour cette fin de week-end, la pluie fait son retour dès demain avec de faibles averses tout au long de la journée. Côté température, comptez environ 10 degrés le matin et 11 degrés dans l'après-midi. En ce 22 mars, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Léas et c'est aussi la journée mondiale de l'eau. Une belle occasion de rappeler que l'accès à l'eau potable est un véritable droit essentiel pour tous au cœur de l'égalité.